quelle est la logique et le débouché de cet atelier? C'est comme pour un atelier éco-écologique classique, vous avez la possibilité, sur ce dossier dont nous allons parler, vous avez la possibilité via le site internet de la Fabrique écologique de proposer des amendements, des corrections, des modifications, des ajouts à ce dossier et que ce dossier aura une seconde publication sans doute en septembre-octobre, qui tiendra évidemment le plus grand compte de vos ajouts. Et ceux qui auront fait des ajouts, nous vous proposerons bien entendu d'être cités dans le dossier ayant fait des ajouts comme nous le faisons d'habitude pour nos notes. Voilà. Et donc, cet atelier est un atelier de discussion autour de la note. Ce n'est pas un atelier où nous allons passer beaucoup de temps à présenter le dossier. Je crois que vous avez eu communication du dossier. On vous l'a renvoyé normalement ce matin. Donc, normalement, vous avez eu communication du dossier. Et d'autre part, l'atelier lui-même va se dérouler comme ça vient de s'afficher, va se dérouler en deux temps, en plusieurs temps. En premier temps, moi-même et Lucille, que j'ai vu, je crois, qui est là. Oui, je suis là. Oui. Qui est là. Nous allons présenter très rapidement les quelques éléments de ce dossier. Je vous rappelle que ce dossier est composé de 12 notes sur différents sujets. Et ensuite, nous passerons la parole à Joanne Trottin. Je ne sais pas si elle est là. Oui, je suis là. Encore. Si elle est là, très bien. Qui est notre grand témoin. Nous avons pensé utile de donner la parole à la jeune génération, qui n'est pas toujours fait loin de là dans les réunions habituelles, parce qu'il nous semble important que, y compris la jeunesse, puisse intervenir sur les sujets que nous traitons. Et ensuite, l'atelier se déroulera en deux parties. D'abord, un tour d'horizon des leçons à tirer de la crise sanitaire, donc une discussion plus générale, dans laquelle la parole vous sera évidemment donnée tout de suite pour que vous puissiez réagir sur ce dossier et que puisse s'instaurer une discussion sur les grandes logiques de ce dossier. Et puis ensuite, nous aurons un débat sur trois questions centrales, 20 minutes à peu près chacune. La première question, c'est comment orienter la consommation vers l'écologie. Deuxièmement, comment favoriser les investissements verts. Et enfin, comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont traités dans le dossier, mais ça nous a paru trois dossiers tout à fait centraux, trois questions tout à fait centrales pour la discussion. Alors, en introduction, et avant de présenter très rapidement le dossier, je voudrais expliquer la méthode que nous avons suivie. Ce dossier donc a été rédigé par toute une série de personnes qui sont citées en introduction et avec l'aide du réseau d'experts de la Fabrique écologique qui est composé aujourd'hui d'à peu près 700 personnes, dont une partie des membres a contribué sur telle ou telle note à la qualité des notes, aux informations données, permettant de faire un dossier qui, je crois, est assez rigoureux en termes d'analyse. La deuxième chose importante à dire sur ce dossier, c'est que nous avons souhaité attendre un peu avant de publier ce dossier, de travailler sur ce dossier et de le publier, pour deux raisons. D'abord parce que nous pensons que il fallait que la crise sanitaire se soit déroulée complètement. C'est pas tout à fait le cas encore, mais enfin disons que espérons qu'on en est un peu sorti, pour pouvoir en tirer des leçons véritablement précises et sérieuses. Et la deuxième raison qui nous apparaît importante, c'est que il nous semble que il vaut mieux, pour faire le diagnostic, prendre du recul et pour éviter simplement de recycler des propositions ou des idées du passé. Nous pensons qu'il est important de prendre du recul pour comprendre véritablement ce qui s'est passé et pour en tirer toutes les leçons, d'où d'ailleurs le titre du dossier qui s'appelle Tirer pleinement les leçons de la crise sanitaire, avec comme sous-titre donc des propositions fortes et innovantes pour la transition écologique. Donc voilà la logique que nous avons suivie et comme d'habitude, cette logique c'est incarné dans le dossier avec deux grands critères importants pour nous. Le premier critère, c'est que les papiers, je crois, sont très rigoureux dans l'analyse. Donc, si vous avez besoin, y compris de papiers de référence sur tel ou tel sujet, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans ce dossier.
Et le deuxième sujet, c'est le fait que ce dossier débouche sur des propositions concrètes. On a essayé de faire des propositions, y compris innovantes, y compris qui nous paraissent adaptées à la situation d'aujourd'hui. Ça nous a paru être très important parce que la fabrique écologique, vous le savez, est là pour ça, pour faire des propositions concrètes. Et puis surtout, je le redis, parce que, y compris pour ceux, et évidemment nous en sommes des chauds partisans, qui essayent d'accélérer la transition écologique, nous pensons que, y compris pour le faire, on ne peut pas tout à fait raisonner comme avant, pas tout à fait raisonner comme avant la crise, et que donc même pour accélérer la transition écologique, il faut avoir une vision de ce qui s'est passé et en tirer pleinement les conséquences. Voilà. Alors, je vais rappeler avec l'aide et le concours de Lucille, auquel je passerai la parole sur un certain nombre de notes, en quelques mots, le contenu de chacune des notes. La fiche numéro 1 du dossier présente le diagnostic sur l'origine de la crise par rapport à la transition écologique. Je crois que son intérêt, au-delà de choses qui ont déjà été très souvent dites et écrites sur ce sujet, mais qui doivent être nuancées parce que l'origine elle-même de la crise, comme vous le savez, n'est pas forcément directement connue. Ce qui est sûr, c'est que les caractéristiques de la mondialisation ont accéléré la crise. Et donc, je suis directement d'ailleurs sur la fiche numéro 2, sur l'origine de la crise. Une des leçons que nous en tirons, c'est que nous devons vraiment raisonner sur la transition écologique globalement et non pas simplement sur la transition climatique ou sur la transition en matière de biodiversité. Il y a vraiment une logique globale de la transition écologique. Je suis passé très vite sur la fiche numéro 1, j'en ai même pas parlé. La fiche numéro 1 est importante parce que c'est une fiche qui montre qu'à chacune des crises que nous avons connues, importantes, il y a un mécanisme de refoulement de ces crises et qu'il est tout à fait essentiel d'arriver à ce que, pour cette crise-là, le refoulement soit le moins fort possible. Refoulement au sens où on a tendance à oublier, on a tendance à dire on va reprendre comme avant, alors qu'évidemment, il faut transformer complètement un certain nombre de choses si on veut en tenir compte. Je te passe la parole, Lucille, peut-être, si tu veux, sur la fiche numéro 3. Oui, il faut juste que je récupère ma fiche numéro 3 sous mes yeux. Très bien. Excusez-moi, je la cherche parce que je ne connais pas le titre et les numéros de chaque fiche, en fait. Enfin, moi, j'avoue. Donc, la fiche numéro 3, le thème, c'est… Sur la fiche numéro 3, c'est ne pas se tromper de résilience pour demain. Ah oui, ce qui nous a semblé important dans cette fiche, c'est le terme de résilience était totalement omniprésent dans le débat et nous avons voulu revenir sur d'abord les origines, rappeler que c'était une notion qui avait été évoquée par Boris Cyrulnik, donc une notion d'ordre plutôt psychologique, psychiatrique même, et expliquer que chacun l'emploie d'une manière qui peut tout à fait être déconnectée de la question écologique avec l'idée qu'au fond, ce qui compte, c'est de savoir résister aux crises. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette fiche, vous verrez, c'est que nous essayons de définir très concrètement en quoi consiste une résilience écologique par rapport au territoire, par rapport aux personnes et par rapport aux politiques qui sont menées. Alors ensuite, nous essayons d'appliquer cette logique de résilience à deux secteurs. D'abord sur le plan sanitaire, et je crois que c'est une fiche assez importante parce qu'elle montre quelques principes de base d'une résilience dans le domaine sanitaire et qui évidemment n'ont pas été complètement respectés, ce qui explique sans doute la gravité des conséquences de la crise actuelle. Et puis une fiche numéro 5 qui elle aussi, je crois, est tout à fait extrêmement utile dans la logique d'aujourd'hui, qui est cette idée que la résilience n'est pas simplement une transformation d'une certaine façon du système économique, mais c'est aussi une résilience territoriale beaucoup plus forte, avec un rôle extrêmement important que doivent jouer les collectivités territoriales et un changement de méthode des collectivités territoriales dans ce domaine, avec aussi un débouché de quelques propositions concrètes. Voilà donc sur la première partie, les fiches 2 à 5 qui sont sur les leçons de l'origine et de la gestion de la crise. Alors dans la deuxième partie, sur l'indispensable transformation de la société, nous avons une fiche numéro 6 qui fait une analyse assez précise et détaillée de ce qu'il faudrait sur le plan de relance et de transformation écologique. On y viendra puisque ça fait partie des questions que nous allons poser dans la deuxième partie de ce séminaire
Internet. Mais il est clair que le plan de relance et de transformation écologique doit être évidemment intimement lié aux leçons à tirer de la crise sanitaire et qu'on ne peut pas imaginer un plan de relance qui soit déconnecté de ces sujets. Alors tout le problème, c'est de savoir quelle modalité de connexion on fait entre les leçons à tirer de la crise et la nécessité de la transformation écologique. Et là-dessus, nous faisons un certain nombre de propositions. Je te laisse, Lucille, peut-être sur la fiche numéro 7 et la fiche numéro 8. Donc la fiche numéro 7, sur le sursaut européen. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'après une période de flottement, l'Union européenne a été la seule en fait, institution supranationale qui ait réussi à mener une politique intéressante sur le plan sanitaire, et notamment sur la question de la politique de recherche, et puis sur le plan écologique, a affiché sa détermination par rapport au Green Deal, et notamment a publié depuis mai-juin des modes d'emploi, vous savez, sur les questions de biodiversité et les questions d'alimentation. Donc en fait, ce que nous disons dans la fiche, c'est que le Green Deal, il faudra suivre de très près, très concrètement la façon dont il sera mis en œuvre, puisque la Commission souhaite associer relance et transformation, et qu'en règle générale, on constate souvent qu'il y a deux temporalités, d'abord la relance, puis ensuite l'écologie. Là, il y a un affichage qui est de faire les choses en même temps, si je puis dire, et ça, on vous propose, vous verrez dans la fiche, une méthode assez à la fois très budgétaire et suivie par le Parlement européen pour faire en sorte de vérifier que ce qui est qualifié de Green Deal le soit bien. Sur la fiche numéro 8, sur les inégalités. Alors, sur les inégalités, notre diagnostic, c'est que, évidemment, le confinement, la crise du Covid a accentué des inégalités qui existaient déjà. Elle les a accentuées notamment, on le sait, en matière territoriale, en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'emploi. Et à partir de là, l'intérêt, le côté novateur de cette fiche, c'est qu'on dit qu'il faut avoir une approche plus systémique des inégalités, évidemment pour lutter contre ces inégalités, ce qui est une approche écologique, alors qu'en règle générale, les dispositifs publics sont davantage en silo. On lutte contre les inégalités dans le logement, on lutte contre les inégalités face à l'emploi, on lutte contre la discrimination. Nous proposons, en reprenant certains travaux du CESE, d'avoir une approche qui soit plus systémique. Alors, sur la fiche numéro 9, qui est un sujet évidemment essentiel, qui est la relocalisation du système alimentaire, vous avez là aussi un certain nombre de propositions qui ne sont pas forcément très nouvelles, mais qui ne sont toujours pas mises en œuvre et qui, évidemment, sont absolument essentielles pour la relocalisation du système alimentaire, qui contrairement à ce qu'on pense, enfin, on pense différemment, heureusement, mais n'est pas uniquement les circuits courts du type AMAP, mais il y a des vraies logiques de transformation du système alimentaire, y compris par exemple pour l'alimentation du bétail, indispensable si on veut arriver à un système alimentaire plus résilient. Et je crois que cette fiche est intéressante parce qu'elle fait vraiment un bilan dans ce domaine tout à fait complet et exhaustif. Enfin, dans une troisième partie, nous examinons quelques enjeux majeurs pour l'avenir. Je te laisse peut-être utile sur la science nécessairement citoyenne. Oui, alors ce qui est important, c'est évidemment que la crise du coronavirus a mis la science, et notamment les relations entre science et politique, au premier plan. Alors en écologie, c'est un vieux débat, puisqu'il y a l'écologie politique et l'écologie scientifique. Nous, ce que nous préconisons, d'abord nous constatons que les citoyens ont été très absents de cette relation entre science et politique, puisqu'ils étaient confinés. Et du coup, nous proposons, sur la question des sciences citoyennes, d'abord de reconnaître qu'elles ont une vitalité très importante en France, qu'on ne voit pas forcément dans le débat public, etc. Et que, notamment, c'est des chercheurs qui ont lancé cette optique d'ouverture de la science aux citoyens. Donc, nous proposons là-dessus une politique d'incitation, une politique d'encouragement à la science citoyenne. Et puis, évidemment, il y a le sujet d'éclaircissement, ça c'est un peu plus conceptuel, mais des rôles des uns et des autres. On a bien vu que pendant la crise, la relation entre le pouvoir politique et le conseil scientifique était marquée par certaines tensions, par la crainte de l'instrumentalisation. Comment est-ce qu'on fait pour donner aux sciences leur juste place en restant dans un fonctionnement démocratique et où elles ne soient pas au service du pouvoir? C'est ce que examine cette fiche. Alors, sur la question démocratique, ça nous paraît absolument essentiel. On a bien vu que dans toute cette période, le système démocratique
avait été extrêmement centralisée, sans aucune association des citoyens, et il nous semble que ça devient un problème de plus en plus grand, et que cette crise n'a fait qu'aggraver ce problème, à la fois des institutions françaises en particulier, et du système démocratique tel qu'il fonctionne aujourd'hui plus généralement, de voir que il y a une déconnexion de plus en plus grande entre les décideurs et ceux qui sont les citoyens. Et donc, il est absolument nécessaire que, au-delà de la légitimité des votes, que nous ne contestons pas évidemment, mais qui intervient que tous les 5 ans, il y ait des initiatives qui renforcent la légitimité des décisions prises et qui l'éclairent et qui les améliorent et qui les changent d'ailleurs s'il le faut. De ce point de vue, notre diagnostic, c'est que la Convention citoyenne était une étape intéressante, mais qu'il faut très certainement aller plus loin. Et notre idée, c'est la proposition qui est faite dans la fiche, c'est que dans l'avenir, sur toute une série de questions clés, mais sans doute d'une importance, plus exactement d'un champ plus réduit que par exemple la question du climat, qui est une question extrêmement vaste, mais sur une question clé, il serait très utile de reproduire cette idée de convention citoyenne tirée au sort, avec un certain nombre d'améliorations que nous proposons, en particulier le fait que la convention, du coup, puisqu'elle a un sujet plus restreint, puisse auditionner par exemple l'ensemble des parties prenantes, et qu'ensuite elle émette un avis qui permette de trancher une question précise. Ça nous paraît plus opérationnel que sur un champ extrêmement large, où ensuite, évidemment, il y a toujours le risque que l'avis de la Convention citoyenne ne soit pas suivi dans toute la mesure où elle doit l'être. Voilà donc sur la fiche numéro... Il y a un petit point, pardon Géraud, je pense qu'on avait en tête aussi, quand même beaucoup le mouvement des Gilets jaunes, et que par rapport à la Convention citoyenne qui a été désignée sur une méthode type sondage, mais enfin avec des personnes qui n'étaient pas convaincues sur le plan écologique et qui appartenaient parfois à des milieux plutôt peu favorisés, on a adossé cette question des autres conventions citoyennes à l'idée qu'on pourrait avoir un principe peut-être de valeur constitutionnelle qui serait un principe de compensation, c'est-à-dire que toute proposition écologique devrait être adossée à une compensation sociale de façon à ce qu'on ne puisse plus opposer l'écologie et la question sociale, comme ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, et alors même que la Convention citoyenne a pris une optique assez inverse, avec des personnes qui n'étaient pas des personnes favorisées. Donc je crois que ce principe d'adossement sur le lien entre questions sociales et questions écologiques fait vraiment partie de l'esprit de notre fiche démocratique. Alors, dernier élément, mais qui peut paraître anecdotique, mais qui est essentiel, c'est le rôle clé de la confiance. On voit bien que une science citoyenne, une rénovation démocratique, etc., doit contribuer à ce rôle clé de la confiance, qui évidemment ne se prédispose pas. C'est-à-dire qu'il faut la conquérir, la confiance. Et il nous semble que, en particulier dans notre pays, depuis plusieurs décennies, la logique des choses ne permet pas facilement le maintien de cette confiance. Et que, disons qu'une bonne partie du dossier et une bonne partie des propositions et des réflexions sur l'avenir doit faire en sorte que les gens, à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis de leurs élus, que ce soit vis-à-vis de leurs responsables d'entreprise, leurs responsables syndicaux, leurs responsables associatifs, que dans tous les secteurs de la vie collective, les gens aient davantage confiance dans leurs représentants, dans les gens qui s'occupent d'une structure. Et ça, il nous semble que c'est un élément tout à fait essentiel et qu'il y a beaucoup à travailler sur ce sujet. Voilà, volontairement, on a été très court, on a été un peu trop long d'ailleurs, mais quand même très court pour vous présenter ce dossier. Donc, je vais passer la parole à notre grand témoin et j'ouvre tout de suite les possibilités d'intervention après son intervention. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent intervenir. Je vous rappelle la règle pour ceux qui viennent d'arriver. Vous mettez simplement sur la messagerie « Intervention demandée » et je donnerai la parole dans l'ordre de ces interventions. Je vous rappelle que c'est un atelier de co-construction et que donc il est tout à fait important, évidemment, que chacun puisse s'exprimer sur ce sujet.
sachant que ce dossier ouvre des débats qui ne sont pas forcément, qui sont loin d'être fermés, hein, et donc il est tout à fait important qu'il puisse y avoir des discussions sur les différents points de ce dossier. Voilà, je lui laisse la parole. Je ne sais pas si elle est là. Je suis là. Très bien, à toi. Bon, bah alors, déjà, Donc, merci. première réaction, hein, voilà. Donc déjà, je voulais vous remercier et voilà, saluer le travail qui a été fait pour la constitution de ce dossier parce que j'imagine qu'on est tous dans ce cas-là, mais voilà, pendant le confinement, on a été vraiment noyés sous l'information. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été lancées sur tout un tas de sujets et en particulier sur les sujets qui regardent le monde d'après. Et voilà, j'ai trouvé que dans ce dossier, il y avait beaucoup des points clés qui avaient été abordés avec voilà, beaucoup de rigueur et et pas mal de concision aussi parce que voilà, il y a un dossier aussi vaste que le rapport à la science, le rapport à l'unité de l'Union européenne, l'unité citoyenne en 70 pages. Donc voilà, moi j'ai pris ça m'a beaucoup intéressée et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce dossier. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Et aussi, je vais me présenter parce que voilà, moi je suis étudiante et j'ai été pas mal engagée sur les questions d'écologie et d'économie sociale et solidaire, notamment au sein de mon école où j'étais présidente de l'association qui promouvait ces problématiques-là auprès des étudiants. Et donc, en lisant ce dossier, moi, il y a plusieurs points en fait qui m'ont je vais dire que je me suis questionnée et c'est plutôt des questions que je voudrais ouvrir plus qu'un véritable avis parce que voilà, enfin, je fais pas partie de ceux qui l'ont rédigé donc dans un des points qui m'a marqué et voilà, enfin, qui m'a interrogée, on va dire, je me suis interrogée, c'est donc la fiche numéro 10 où on parle de la relation entre le politique, le scientifique et le citoyen, puisque donc c'est voilà, ça a été lancé avec la crise sanitaire puisque c'était un débat scientifique assez évidemment. Mais c'est aussi un débat qui est un débat de longue date sur les sujets, les questions écologiques, qui sont des questions qui sont extrêmement complexes, puisqu'il y a des éléments qui touchent la biodiversité, des éléments de physique, des éléments d'économie, de société. Donc voilà, donc il y a beaucoup de scientifiques qui sont à l'œuvre sur ces questions et la question de leur relation avec le politique et avec le citoyen me semble intéressante. Et donc en particulier, le fait, en fait, la question c'était comment on établit ce débat alors que les méthodes et les motivations des uns et des autres sont radicalement différentes puisque, me semble-t-il, le propre du scientifique, c'est par exemple de ne jamais être vraiment, enfin de douter un peu tout le temps, c'est-à-dire que finalement une assertion scientifique, elle peut être démentie par une autre mieux construite. Et donc il y a l'idée que on rassemble un faisceau d'indices suffisant pour affirmer quelque chose, mais qu'au final, voilà, il y a toujours une part d'incertitude qui persiste et incertitude qui est d'autant plus perçue que l'on connaît le sujet. Donc ça, et de l'autre côté, le politique qui, lui, doit prendre des décisions en dépit de ces incertitudes-là. Donc voilà, et donc on a et entre les deux, le citoyen qui, voilà, qui a besoin à la fois de comprendre ce qui se passe d'un point de vue scientifique, qui a besoin de prendre des décisions aussi, puisqu'il doit voter, le citoyen, c'est aussi un consommateur, c'est aussi parfois un investisseur, donc il a besoin de faire ces choix-là. Et justement, donc ma question, c'était vraiment comment on organise ce débat en tenant compte du fait que les motivations et que les méthodes des uns et des autres seront radicalement différentes. Et voilà, en tenant compte du fait que c'est ce que l'affiche évoquait en disant que justement, il ne faut pas prendre le scientifique pour un politique parce que le scientifique il ne peut pas prendre de décision et sinon on court à l'instrumentalisation et que l'inverse, voilà, que le politique lui doit en prendre et tenir compte aussi d'autres aspects que celui de la recherche pure du scientifique. Voilà, donc ça c'était une de mes premières, c'était ma première question, enfin ma première interrogation soulevée par ce dossier. Et j'avais une autre remarque qui était aussi qui est assez reliée à celle-là, donc sur les dimensions écologiques évoquées par ce dossier, qui sont multiples.
on voit bien que le problème écologique est un problème qui est extrêmement complexe puisqu'il a de multiples facettes. Voilà, donc j'ai parlé des facettes scientifiques, mais voilà, il y a aussi en termes de décisions politiques, toutes les décisions peuvent émaner de l'échelle territoriale, régionale, locale, mondiale. En termes de choix citoyens, c'est très difficile parce qu'on ne connaît pas toujours la chaîne de valeur. Voilà, est-ce que si je trie mes déchets, ils vont être vraiment triés, tout ça. Donc, cette question est extrêmement complexe à toutes les échelles. Et du coup, j'ai l'impression que le pendant de ça, c'est qu'elle a tendance, j'ai l'impression de rester assez abstraite dans la tête, enfin, dans l'esprit collectif. C'est-à-dire que même si ces dossiers le montrent très bien d'ailleurs dans la fiche de la deuxième fiche, cette pandémie a des implications écologiques et a des causes écologiques. Le dossier mentionne la diffusion des zoonoses du fait de la destruction d'habitats naturels, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Mais j'ai l'impression que, voilà, en fait, du fait de la complexité de ce problème, et malgré l'engagement croissant des citoyens et leur inquiétude sur ce sujet, j'ai l'impression que ça reste quelque chose de relativement abstrait qui va, par exemple, et donc qui peut générer par exemple l'effet de refoulement, c'est-à-dire que voilà, maintenant que bon, la crise n'est pas passée, mais qu'on est en train de peut-être voir le bout, le premier réflexe, ça va être de retrouver la croissance, regagner voilà, l'état, revenir au monde d'avant, alors que c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà, donc c'était mon autre interrogation qui est plus orientée écologie, mais c'est vraiment comment rendre le problème concret, même si parce que j'ai l'impression que justement les indices montrés ne suffisent pas forcément. Voilà, mais voilà, c'était mes deux principales inquiétudes en fait que ce dossier m'a rappelé. On ne vous entend pas. Oui, Géraud, il a pas son truc là. Non, Attends. alors excusez-moi, c'est de ma Ah, ça y faute. est, Vous voilà. voyez, je mets même pas le micro. Donc, j'ouvre la discussion. Et merci, d'abord je remercie Johan. J'ouvre donc la discussion. Et voilà, quel est donc le premier à intervenir et qui se lance dans cette discussion sur le dossier, sur ce qu'on vient de dire et sur les choses qui peuvent paraître contestables dans ce dossier. Voilà, la parole est à vous. Sylvain Rotillon, que je vois et que je salue. Sylvain, bonjour. Bonjour, je me lance vu que personne Très se lance. bien. Je suis un mauvais élève parce que j'ai pas lu le dossier, mais j'ai eu, alors pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au ministère de la Transition écologique. Maintenant, on a perdu le solidaire depuis hier. Il faut dire qu'on l'a jamais vraiment trouvé, donc c'est pas très. Donc voilà, enfin, j'étais amené à regarder la question sur la participation du citoyen, les sciences, ce qu'on parle de sciences participatives. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Johan sur la question de ce rôle entre le scientifique et l'élu, le décideur. Parce que ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que enfin, c'est des choses sur lesquelles j'avais un peu travaillé déjà. Je pense qu'entre les deux, il y a une question, il y a pas que le citoyen, il y a celui qui fait la transcription entre le chercheur et le décideur, c'est l'expert. Il y a ce rôle qui est assez particulier, qui est généralement tenu par un scientifique, mais par un chercheur, mais qui n'est pas, qui n'a plus la même posture, parce que là, il est plus sur le doute et il doit traduire le doute en levier d'action. Il y a vraiment un travail de transcription à faire et on voit dans l'actualité récente encore, je fais référence à un article du Monde de la semaine dernière là, sur une étude sur le glyphosate, il y a un vrai problème autour de l'expertise sur garantir les règles de déontologie, d'indépendance de l'expertise. Et c'est souvent plutôt autour de cette problématique de l'expertise que les relations entre science et société sont discréditées. C'est pas tant le chercheur qui est assez peu connu globalement. Pour avoir été chercheur, à chaque fois on me demandait, c'est incompréhensible un sujet de recherche par tout un chacun.
Par contre, le travail, c'est le travail de l'expert qui est visible, et c'est le problème de comment on transcrit ce travail d'expertise. Ça, c'est un point qui me paraissait un peu important. Et sur la question de la science participative, on a pas mal travaillé là-dessus au ministère sur la recherche participative, qui est une forme plus exigeante que il y a une grande galaxie autour de la science participative entre l'utilisation du citoyen comme capteur qui va simplement compter, mesurer des données qui vont être après traités par des chercheurs, où le citoyen est utilisé, c'est pas du tout péjoratif, c'est une façon de sensibiliser, ça produit des données, mais le citoyen reste assez passif par rapport à ce travail-là, jusqu'à des formes plus exigeantes de co-construction de questions de recherche. Et là, ça me paraît beaucoup plus pertinent parce que il y a un travail, c'est ce qu'on constate, c'est que dans tout un tas de domaines sur le plan de l'environnement, de l'écologie, on a un éclatement de disciplines. Personne ne maîtrise la totalité d'une question. On va avoir des experts très pointus dans des disciplines de plus en plus pointues, justement, et personne ne dispose de la vision d'ensemble. Quand on retravaille avec des citoyens et que la question est reposée, on repart de la réalité du terrain, et ça impose de reformuler les questions et de pousser les chercheurs, les scientifiques à se dire mais ok, ton point pour moi ça me paraît un point de détail là, ce que tu es en train de me dire sur telle espèce dans un milieu très spécifique. Ce qui m'intéresse, c'est pas telle espèce dans ce milieu, c'est le milieu dans lequel moi je vis et comment il fonctionne. Et du coup, ça interpelle énormément les chercheurs, et ça contribue des deux côtés à reformuler des questions, à poser des nouvelles questions et à faire de la recherche qui est peut-être moins d'excellence, qui va pas faire de la publication de rang A, mais qui va donner des savoirs, ce qu'on appelait avec Pierre Benoît Joly, parce que Pierre Benoît Joly, pardon, appelait des savoirs actionnables, c'est-à-dire des connaissances qui vont pouvoir être appropriées beaucoup plus facilement par les citoyens pour produire quelque chose de nouveau. Voilà, c'était juste des réflexions autour de ça, je vais pas être plus long. Bien, merci Sylvain, c'était très intéressant. N'hésitez pas donc à vous inscrire encore une fois si vous voulez intervenir. Je passe la parole à Lucille qui voulait réagir, je crois. Oui, merci, vous m'entendez. Je voulais réagir par rapport à la question sur les sciences de Joanne et par rapport à ce que vient de dire Sylvain. Moi, je crois d'abord qu'il y a un premier point, c'est qu'il ne faut pas confondre les sciences et les scientifiques. C'est deux sujets différents. Et on voit bien que la question de la sociologie des scientifiques et la sociologie des dirigeants politiques, c'est deux sociologies différentes, mais ça n'emporte pas la question de l'utilisation des sciences. Et c'est en ce sens que nous avons choisi de parler de sciences citoyennes avec l'idée que la production de faits scientifiques et l'exploration du monde fait partie de notre devoir. Et je pense que la question de la culture générale scientifique, par exemple, elle doit être posée dans notre pays, dans un pays où les humanités, ou la spécialisation des scientifiques, quand on fait une école d'ingénieurs, on est dans un clivage entre ceux qui font des sciences et ceux qui n'en font pas. Donc l'idée de la culture générale scientifique pour tous, c'est un point essentiel et il y a certainement un socle commun à trouver. Je ne sais pas si c'est dans l'enseignement secondaire, je ne sais pas si c'est au début des années en faculté, mais ça, c'est un point qu'on pose. La deuxième chose que je voudrais nous rappeler à tous, c'est que le GIEC existe depuis 1988 et que le GIEC qui réunit énormément, comme vous savez, de disciplines scientifiques, qui n'a pas vocation à produire des faits scientifiques originaux, mais qui a vocation à faire la synthèse de la recherche scientifique dans toutes les disciplines qui ont de l'importance, qui sont fondamentales par rapport à la question du dérèglement climatique. Et depuis, on a aussi les mêmes choses sur la question de la biodiversité, même si c'est des choses qui ont moins pris dans le paysage. Le GIEC est devenu un lanceur d'alerte essentiel dans le débat public, et notamment par rapport aux dirigeants politiques. Son résumé à l'usage des décideurs est un outil qui est un vrai outil de débat public. Ça n'a pas pour autant entraîné une évolution de la trajectoire des politiques publiques, etc. Donc ça, c'est une question qui nous est posée à nous, citoyens. Mais il y a une présence d'un outil qui est un outil compréhensible, peut-être pas par tout le monde, mais qui en tout cas fait partie du débat public. La troisième chose par rapport à ce que disait Joanne, qui est, je ne sais pas si ça relève strictement de la science, mais en tout cas, on voit bien que dans l'écologie, moi j'aime citer cet article de Vincent de Victor, qui est écologue, je vous invite à lire, qui explique en quoi l'écologie scientifique est une écologie de l'exploration et de la synthèse en différents types de sciences,
ou en tout cas d'attention à différents angles scientifiques, je crois que nous, citoyens, nous devons avoir quelque part aussi une approche un peu curieuse et scientifique par rapport à la politique qu'on peut trouver dans l'écologie. C'est-à-dire ne jamais se laisser tenu comme acquis tel ou tel processus, et qu'il y a quelque chose de la déconstruction en fait, des processus de pouvoir qui est propre à l'écologie et un peu à la méthode scientifique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une sociologie différente entre les scientifiques et ceux qui ont le pouvoir que nous, citoyens, nous devons considérer que nous ne sommes pas aptes à dialoguer avec les scientifiques et à donner aux sciences une part plus importante dans notre mode de décision politique. Je termine juste par rapport à la question sur la multiplicité des échelles, etc., et le fait que l'abstraction, la complexité, la multiplicité des échelles, la question c'était au fond, est-ce qu'on peut agir et pas seulement dire qu'on a envie d'agir. Moi, je crois que toute la question, c'est la collaboration entre les échelles. Par exemple, aujourd'hui, entre le nouveau gouvernement et les maires verts, qu'est-ce qui va se trouver comme nouveau mode de collaboration? Entre les étudiants du manifeste pour réveil écologique, et Joanne n'en a pas parlé, mais elle a été une des chevilles ouvrières de ce manifeste, je pense que c'est un point essentiel. Moi, j'avais été frappée à l'époque que ce soit les étudiants des grandes écoles. J'espère que les étudiants de l'ensemble des écoles parlent entre eux maintenant autour de ce manifeste. Et comment les étudiants trouvent le chemin d'une interpellation du gouvernement ou des maires verts. Donc la question, c'est beaucoup d'échelles, parce que le problème existe à l'ensemble des échelles, mais comment est-ce qu'on trouve des modes de collaboration et non pas de concurrence entre échelles? Merci Lucille. Alors, est-ce que, là je vois que Sylvain Rotillon serait prêt à réagir, pourquoi pas, mais moi je voudrais que d'autres gens parlent aussi. Personne ne se manifeste et donc je lui passe la parole. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Je vous rappelle, vous mettez intervention sur la messagerie et je vous donne la parole. Hein. Je sais bien que sur ce, je vous le dis franchement, sur ces Zooms, ces webinaires, etc., les gens ne s'habituent, à la limite, ne posent presque plus de questions, ne s'habituent pas au fait que c'est une discussion. Et nous voulons rétablir le fait qu'on discute, y compris par vidéo, d'un certain nombre de sujets, ce que nous faisons maintenant. Sylvain, à toi. Oui, donc c'était pas pour monopoliser, c'était pour relancer là-dessus. Sur deux points que Lucille vient d'aborder, je suis en phase avec ce que tu viens de dire. Il y a un point sur il y a la question de la formation. Je pense qu'on a un gros problème de formation des enseignants en France sur tout ce qui relève du champ environnemental, parce qu'on n'a quasiment aucune formation, aucun enseignement réel qui relève du champ naturaliste. Qu'on regarde, il y a pas moi je suis géographe de formation, la géographie jusqu'à l'université n'est pas enseignée de fait en France. Or, c'est une discipline qui traite de l'environnement, qui intègre la dimension humaine, la dimension physique de notre environnement. Et malheureusement, 90% des enseignants d'histoire-géographie sont des historiens qui n'aiment pas la géographie et qui l'enseignent très mal. Donc, on a des programmes qui ne sont pas forcément mauvais, mais on a un déficit d'enseignement catastrophique. Et si on regarde sur une autre discipline naturaliste, ce qui relève des sciences de la nature et de la vie, c'est pareil, on a très peu de naturalistes qui enseignent. On a essentiellement des gens qui ont fait des études en biologie, mais plutôt sur de la biocellulaire, sur des processus de fonctionnement de la biologique, mais pas sur l'environnement en lui-même. Donc on se retrouve avec des programmes qui en eux-mêmes sont pas forcément mauvais, mais qui de fait sont pas du tout ni portés ni enseignés correctement. Et tout ce qui se faisait hors le cadre scolaire, pratiquement les colonies de vacances, le centre aéré, toutes les sorties qu'on pouvait faire jusqu'à il y a quelques années, maintenant c'est quasiment mission impossible, entre Vigipirate, le surcoût des colonies, etc. On se retrouve où toutes les expériences de nature sont quasiment abandonnées. Donc on a un vrai problème d'appropriation des faits naturels qui sont naturels et naturels anthropisés. C'est un peu le deuxième niveau de la nature de Chine. C'est pas du tout fait. Et l'autre point sur lequel intervenir, c'était le fait que parler du GIEC, le fait que je pense qu'il y a une grosse différence entre le savoir et l'action. On est tout le temps en train de dire il faut savoir pour agir, mais savoir c'est pas suffisant pour agir. C'est peut-être que nécessaire, mais c'est pas suffisant.
il y a un problème de décalage entre la perception qu'on peut avoir de phénomènes. On a beau savoir que au niveau du GIEC, ce qu'ils nous racontent, même ceux qui le croient, ça reste quelque chose de relativement abstrait. Je citais une anecdote comme ça il y a quelques années. Je discutais avec une collègue climatologue, Martine Tabot, qui disait c'est sidérant, mes étudiants en climatologie, même ceux qui sont bons, je discutais avec eux l'autre jour, il y avait le ciel était nuageux, tout donnait comme indication qu'il allait pleuvoir, et c'est quand il a plu qu'ils se sont rendus compte qu'il allait pleuvoir quelque part. Ils avaient pourtant les connaissances pour décrypter ce qu'était le ciel, ce que ça allait évoluer, ils se sont fait surprendre par la pluie. Elle dit c'est quand même quelque chose, à un moment, tant que ça se produit pas, on est confronté à un déficit, on a l'impression que ça va pas se produire. Et ce qui a fait peut-être plus bouger les choses que les rapports du GIEC ou les manifestations, c'est le fait que on a eu 2 étés de sécheresse, on en a un 3e qui arrive, et là ça déclenche quelque chose, on se dit c'est concret, il y a quelque chose, on n'est plus dans ça va arriver, mais peut-être qu'avec un coup de chance on va passer à côté. Non, là on a des preuves de plus en plus concrètes que ça se produit. Et tant qu'on n'est pas face à ça, on a un peu l'espoir que ça se produit pas. Et on a beau le savoir, même ceux qui le savent essayent de repousser ça. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai. Je suis pas. Merci. Alors, si personne ne prend, moi je vais prendre la parole une seconde pour vous donner mon sentiment sur, je pense, vraiment le sujet important que vient de citer Sylvain, de la distinction entre le savoir et l'action. Moi, je pense que la crise sanitaire a montré cruellement que, contrairement peut-être à ce que, comment dire, un discours un peu général, y compris d'un certain nombre de gens comme nous qui sommes très partisans de la transition écologique mènent, ce ne peut pas être les scientifiques qui décident des décisions sur la transition écologique. Les scientifiques alertent, les scientifiques font savoir, les scientifiques montrent le champ des possibles. Mais on a bien vu dans la gestion de la crise sanitaire qu'à partir du moment où on se disait les scientifiques doivent décider, ou plus exactement, je décide parce que les scientifiques m'ont dit de le faire, on rentrait dans un processus où l'ensemble des paramètres d'une décision de nature politique n'étaient pas pris en compte et où, au bout du compte, c'était pas forcément du coup la meilleure décision, c'était pas forcément la décision la plus adaptée, même si ça rassurait les gens de se dire j'ai pris cette décision parce que la science me le disait. Et on a bien vu d'ailleurs dans l'évolution de la crise qu'à la fin de la crise, des décisions ont été prises alors que, comme par exemple, le conseil scientifique disait le contraire. Parce qu'il y avait un certain nombre d'arguments de type démocratique qui faisaient en sorte que les scientifiques, encore une fois, donnent le champ du possible, et ensuite il y a un choix qui doit se faire, et ce choix, à notre avis, doit être davantage fait par les citoyens, mais ça c'est un autre sujet. Et donc on voit bien que là, c'est quand même un message extrêmement important, y compris pour la transition écologique, quand on dit il faut suivre les scientifiques. Certes, il faut les suivre dans le savoir, mais ce n'est pas aux scientifiques, ce n'est pas par exemple au GIEC, de dire très exactement quelle doit être la décision, quelles doivent être les décisions pour avancer sur la transition écologique. Ils doivent dire l'ensemble des paramètres des décisions qui doivent être prises. Mais ce n'est pas à eux de faire ce choix démocratique. Et nous, je dirais, à la Fabrique écologique, ça fait depuis la création de la Fabrique écologique qu'on développe cette idée, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs ce soir encore, que les solutions écologiques se co-construisent avec les citoyens à partir d'une analyse scientifique, mais qu'elle ne se résume pas, elle ne découle pas uniquement d'une analyse scientifique. Alors, personne ne veut, Lucille veut réagir à nouveau, je vais lui donner volontiers la parole, mais alors je vois qu'il y a une réaction. Sébastien Poulain, je te donne la parole, je ne sais pas si je te tutoie, peu importe, je te donne la parole pour expliquer. Oui, bonjour. Non, c'était pas pour prendre la parole. En fait, c'est juste pour donner. Aujourd'hui, il y a eu une petite conférence en fait de Reporters d'Espoir au sujet d'une étude qui a été menée il y a quelques semaines, quelques mois, et dans plusieurs médias, donc à la radio, à la télé, dans la presse, et le traitement par les journalistes en fait
est-ce qu'il traite la question du climat et à quelle occasion. Et donc voilà, donc je vous ai donné le lien hypertexte pour pour regarder ce que ça donne au niveau radio, mais vous trouverez aussi les liens pour les autres médias. Et on voit donc, en effet, les journalistes ne traitent que très rarement la question climatique. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait trouver d'autres exemples au sujet de la transition, évidemment. Bon, il y a eu une évolution sur 10 ans. Ils ont fait une étude sur 10 ans. Enfin, ils ont fait une étude en 2010 et comparée à aujourd'hui 2020. Donc, il y a quelques évolutions, mais c'est voilà, malgré tout, ça ne progresse pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une étude sur les productions journalistiques. C'est pas sur les documentaires ou d'autres choses comme ça, mais déjà, ça donne une bonne idée. Merci beaucoup. Vous pouvez donc copier le lien qui apparaît dans votre... Et je passe la parole à Isabelle. Je voulais juste intervenir par rapport à la question de la formation. Moi, je suis dans une association et j'ai pas mal de candidatures de service civique sur un projet d'environnement et d'agriculture urbaine. Et je vois que tous les jeunes que j'ai sont sur un changement de cursus, de parcours. Et je pense qu'on est vraiment dans un changement de mode de débat, d'un mode de réflexion. Et on a besoin de formations pour des adultes, mais des petites formations juste pour justement éveiller sur différentes thématiques. On veut plus dire que le scientifique a raison et il a dit il faut faire qu'on fait. Donc il me semble qu'il faut, je ne sais pas si on peut réfléchir à des formations très simples, un peu à l'anglo-saxonne, où on se fait, je sais pas, 4 semaines de formation pour acquérir cette façon de réfléchir. Enfin, c'est comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on collabore et comment est-ce qu'on accepte différents modes de réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Guylaine. Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais fait un petit peu allusion, mais je voudrais justement un peu tirer les enseignements. Alors, je vais parler de la Convention citoyenne, mais on a eu d'autres cas pendant la COP 21. Il y avait eu une approche citoyenne aussi sur les questions. Il y a la biodiversité, on travaille beaucoup dans le domaine de la biodiversité, on n'a pas parlé de l'IPBES, mais il y a fait allusion, Lucie, sans citer l'IPBES, mais il y a aussi beaucoup les sciences participatives qui sont importantes dans le domaine de la biodiversité, donc avec la participation du citoyen, mais plus globalement, certains qui sont dans l'assistance en riront, mais les petits débrouillards qui sont beaucoup, alors les petits débrouillards est une association d'éducation populaire qui travaille sur l'éducation aux sciences, par les sciences. Et quand je dis sciences, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est toute science, hein, c'est-à-dire les sciences dures, mais aussi les sciences sociales, puisqu'on a parlé de la complexité, et comme on dit dans les petits débrouillards, c'est pas parce que c'est complexe que ça doit être compliqué, mais c'est une approche donc sociale aussi, une approche sciences dures, mais pour comprendre notre environnement, il faut justement que ces sciences dures et toutes sciences, donc les sciences sociales et tout l'histoire, et aujourd'hui on pourrait dire aussi tous les incohérences quand on n'aborde pas aussi les questions historiques correctement. Donc cette approche globale. Et donc on aborde plusieurs sujets, on peut aborder par le numérique, l'écologique, les êtres humains vivre ensemble, toutes ces approches par la question des sciences. Et effectivement, les petits débrouillards sont été créés par les Canadiens, mais en France depuis plus de 30 ans. C'est sciences et techniques, et on approche ces sujets par, je veux dire, sur le concret d'ailleurs, agir pour comprendre, faire pour comprendre, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que c'est, et c'est basé aussi sur l'esprit critique, parce que je crois que le terme n'a pas été assez utilisé, mais c'est important, et le libre arbitre. C'est comment, avec toutes les données que nous recevons, pouvons-nous avoir prendre des décisions le plus pertinent et le plus responsable. Et c'est bien la difficulté. Et effectivement, on voit bien, même les uns et les autres, on travaille sur tous ces sujets depuis de nombreuses années. Et la question, comme tu dis, par exemple, ce n'est pas les scientifiques, effectivement, Géraud, qui doivent prendre la décision, mais comment on fait venir toutes ces interrogations, toutes ces connaissances, ce partage de connaissances, et après, pour prendre la décision. Et la difficulté pour les décideurs, c'est effectivement de prendre une décision rationnelle à l'appui de toutes ces informations
Et on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de données, et c'est bien la difficulté parce que c'est complexe, c'est assez Edgar Morin, la complexité du monde. Comment on fait? Parce qu'on doit prendre tout ça. Merci Guylaine. Sarah Mouette. Oui. Sarah, voilà, la parole. Bon, bonjour Sylvain, on se connaît aussi. Bonjour à tous. Moi, je voulais surtout aborder avec vous la question de la crise et qu'est-ce qu'elle a déclenché chez les gens peut-être les moins sceptiques, on va dire, qui a fini de les convaincre, j'ai l'impression. Je pense qu'on a pas mal rabâché, mais pas de manière négative, hein, pendant la crise, le fait que l'écologie c'était important, que ça avait fait du bien à la planète, etc. Et je pense que les gens, ça a fini de leur faire prendre conscience vraiment de l'importance de l'écologie. D'où d'ailleurs les très bons résultats des Verts aux élections. Je pense que ça a joué un peu. Et en même temps, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup sur la gouvernance locale et la démocratie participative. Et justement, comme je suis socio-anthropologue spécialisée sur les questions environnementales et politiques, j'avais demandé à mes enquêtés qu'est-ce que vous pensez des référendums locaux, justement pour introduire un peu la question de la démocratie participative. Et ils étaient tous intéressés, sauf un enquêté sur 12 personnes. Mais il me disait, attention, nous, il y a des questions qu'on doit laisser aux scientifiques. Ou alors, nous, il y a des sujets qu'on aimerait traiter, par exemple le social, l'écologie, mais il faut quand même qu'on soit informé et que ce soit un débat constructif. C'est pas chacun ramène son opinion et on se fait une idée comme ça à la va-vite. Et du coup, il me disait que même s'ils n'étaient pas d'accord avec la solution finale qui était proposée, au moins elle serait légitime pour eux parce qu'ils auraient suivi tout le débat qui en était découlé. Donc voilà, c'était un aspect un peu pour ces questions pratiques de démocratie pour l'enfant. Dans le dossier, c'est vraiment la question de la remise en cause de la croissance économique et de ses fondements et comment la changer en profondeur. Et ça, c'est aussi un sujet qui me passionne. Et là, je suis d'ailleurs en train de travailler sur la transition des entreprises parce que je trouve qu'on ne les applique pas du tout assez. C'est beaucoup les collectivités, les citoyens, et au final, les entreprises se retrouvent au milieu et c'est par petites touches marketing ou alors pour changer leur éthique par-ci, par-là qu'elles s'investissent. Mais au final, je pense qu'il y a un très gros travail à faire sur les entreprises et sur leur changement de modèle. Et puis ensuite, il y avait l'autre notion de résilience. C'est aussi quelque chose que je travaille sur mon territoire, la résilience locale et comment anticiper les tendances à venir, comme vieillissement de la population, quel développement économique pour demain, quelle gouvernance pour demain, l'épuisement des ressources, le changement climatique. Comment prendre en compte ces tendances dans nos dispositifs publics actuels et bien orienter la stratégie. Voilà, moi, c'est plusieurs axes qui m'intéressent et je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup. Une partie de ces sujets, on va en tout cas les aborder dans la deuxième partie. Donc, je passe la parole à Johan, puis à Lucille en demandant d'être brève. Et puis ensuite, on va passer à la deuxième partie de notre réunion. Johan. Ok, moi je serai très brève. Je voulais répondre d'abord à Isabelle et à Ghislaine sur la question de la formation, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a besoin d'un bagage de culture générale scientifique, mais j'ai l'impression que ce dont on a aussi beaucoup besoin, et ce qui ne concerne pas seulement les gens de ma génération, mais je pense que c'est des piqûres de rappel qui peuvent être salutaires pour tous les citoyens, c'est vraiment des formations à la méthode scientifique, justement pour, en gros, je pense pour remettre les citoyens à l'aise avec les incertitudes qui peuvent résulter des recherches et donc voilà, que toute assertion finalement peut être démentie par une assertion mieux construite. Et puis je pense une formation vraiment à la recherche, à la méthode scientifique, à la rigueur scientifique peut permettre de faire un tri, parce qu'aujourd'hui en tant que citoyen on reçoit un afflux d'informations énorme qu'on ne sait pas forcément gérer. Et voilà, donc l'idée d'avoir
un peu une sorte de guide pour pouvoir, tout en gardant un esprit critique, voilà, trier les informations pertinentes et les assertions pertinentes aussi. Et puis, Merci. Oui. Vas-y, vas-y. et puis pour répondre à Sarah, j'étais assez d'accord avec l'idée que la question environnementale, voilà, elle revenait. Voilà, donc le résultat des municipales, et on voit que c'est ce qui tient de plus en plus à cœur aux personnes, le fait que elle est... Mais là où j'étais pas trop d'accord, c'était le fait que avec le confinement, il y a eu une baisse des émissions de CO2, et c'est là où tout le monde s'est rendu compte que c'était concret, que voilà, une baisse de l'activité, une diminution de l'activité bah, pouvait équivaloir à une diminution des émissions et de la pollution. Or, j'ai l'impression que ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où les mesures de confinement se lèvent, on constate plutôt un retour à la consommation initiale. Et alors qu'en termes d'émissions, l'idéal, ce serait de rester sur la pente. Alors, j'ai l'impression de rester sur la pente celle qu'on avait pendant le confinement. Et donc voilà, donc c'était là-dessus où j'étais peut-être un peu plus sceptique, et là où j'étais assez d'accord aussi avec Sarah qui disait que voilà, il y avait aussi une grosse interrogation sur les entreprises et leur engagement pour un engagement pas seulement du marketing, mais du point de vue du marketing, mais du point de vue vraiment des faits. Merci. Alors, Lucille. Oui, Et puis, très vite. Odile fera une dernière toute petite remarque. Voilà. D'accord. Moi, sur la question des sciences, je pense qu'il y a deux choses. C'est que l'argument des sciences est utilisé de manière comme une interpellation politique. C'est-à-dire que les jeunes qui manifestent pour la résilience écologique, ils utilisent l'argument des sciences pour contester la légitimité des politiques qui sont menées par ceux qui sont au pouvoir. Donc il y a une utilisation politique de la science par ceux qui demandent des contre-pouvoirs, et c'est le moment de la science engagée aussi. D'ailleurs, il y a un débat entre scientifiques sur le fait de s'engager ou pas, et c'est un débat très actif aujourd'hui dans les communautés scientifiques. Jusqu'à quel point est-ce que la neutralité de la méthode scientifique implique la neutralité de la personne comme scientifique? Ça, c'est un point qui est important. Mais la façon dont les jeunes utilisent la question scientifique, c'est une manière de dire nous avons plus de légitimité que vous qui êtes au pouvoir parce que les faits scientifiques parlent pour nous. C'est une forme de contestation politique. Et c'est donc pas, je veux dire, c'est pas l'autoritarisme scientifique, c'est aussi une contestation générationnelle. Et on voit bien que l'utilisation de l'argument scientifique par les jeunes, c'est pas du tout, par exemple, le livre de Démocratie écologique de Dominique Bourg et Kerry Whiteside de 2010, qui au contraire disait c'est les experts. Là, c'est les jeunes manifestants dans la rue qui utilisent la question de la science. Donc il y a eu un déplacement de l'utilisation de l'argument scientifique, de l'idée du gouvernement d'experts ou de la chambre d'experts vers une contestation qui est dans la rue et qui est menée par les jeunes qui contestent le pouvoir en place et les institutions. Donc ça, je trouve ça très intéressant, comment la science est quelque part du côté de la contestation de l'ordre établi. C'est quelque chose de nouveau. Après, par rapport à ce que disait Sarah sur ces enquêtés et qui se disent mais l'écologie c'est compliqué et du coup on s'effacerait derrière un avis scientifique lorsqu'il s'agit de décider. Alors ça, je pense qu'il faut à tout prix combattre ça, parce que d'abord, les scientifiques ne sont pas unanimes entre eux, donc c'est s'effacer derrière des scientifiques qui risquent d'être divisés sur les solutions. Et par ailleurs, on sait bien que comme citoyens, la question de notre liberté et de notre esprit critique, pour reprendre ce que disait Guylaine, c'est aussi notre capacité à dire, ben voilà, j'ai tous les éléments en main et nous discutons, nous délibérons et nous décidons comme citoyens. Donc cette question de l'autorité scientifique qui tomberait d'en haut, c'est quelque chose que moi je trouve, en tout cas la crise du coronavirus m'a aidé à remettre en cause, parce que j'ai vu quand même les débats extrêmement actifs entre épidémiologistes, j'ai vu les débats entre les médecins, et donc je n'imagine pas qu'il y ait une autorité, Dieu le Père, qui est... Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit bien comment certains scientifiques peuvent être instrumentalisés, pour le coup, par des régimes plus autoritaires. Jérôme ayant dit qu'il fallait que je me taise, je me tais. Merci Lucille, merci beaucoup de ta compréhension pour que tout le monde puisse parler. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. S'il y a des frustrations, elles pourront s'exprimer par écrit ou dans d'autres occasions sur ce dossier. N'hésitez pas à contribuer en tout cas sur ce premier volet. Et nous passons donc à la deuxième partie, qui est le débat autour de 3 questions centrales. Moi, je vous propose qu'on les prenne les unes après les autres parce qu'elles méritent, je crois, chacune d'entre elles
de faire l'objet d'une discussion. Et donc, je prends tout de suite, évidemment, les gens qui veulent intervenir. La première question, c'est comment orienter la consommation vers l'écologie? La deuxième question, comment favoriser les investissements verts? Et la troisième, comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne? Alors, j'introduis très rapidement la première question, et puis ensuite, je vous laisse la parole. Cette première question nous a paru tout à fait essentielle à la fabrique écologique et curieusement assez peu traitée, y compris par toute une série de gens qui réfléchissent à la transition écologique. Quelle est la problématique? Vous le savez, les Français ont beaucoup épargné pendant le confinement parce qu'il y avait moins l'occasion de dépenser. Enfin, en tout cas, une partie a épargné. Malheureusement, une autre partie est au chômage et donc n'a pas eu l'occasion d'épargner. Mais disons que la majorité des Français a quand même pu épargner beaucoup. Donc, il y a une épargne disponible extrêmement importante. Et si on ne fait rien, c'est très probablement, il y a une bonne partie de cette épargne qui est de l'épargne différée et donc qui va se reporter très vite dans les 6 prochains mois sur des produits, l'ensemble des produits qui existent, avec les conséquences qu'on peut imaginer en matière écologique, en matière de gaz à effet de serre. Et donc notre réflexion, c'est qu'à notre avis, il est tout à fait important que soit mis en place, et pas simplement une mesure ponctuelle, mais de manière structurelle, un mécanisme qui encourage les ménages à consommer des produits plus propres plutôt que des produits sales, disons, des produits qui émettent beaucoup de gaz carbonique. Et donc, il y a dans le champ des idées des propositions qui ont été faites dans ce domaine, mais qui sont très partielles. Il y a, qu'est-ce qui a été proposé? Un chèque pour les ménages les plus modestes, mais très ponctuel et uniquement pour les ménages les plus modestes, en particulier. Et donc, nous, notre idée est la suivante, c'est que il y a des contacts ont été pris, et c'est une idée qui apparaît tout à fait réaliste, c'est que chacun puisse bénéficier d'une carte de fidélité et de solidarité écologique. Pourquoi fidélité? Parce qu'un certain nombre de marques s'engageraient en cas d'achat de produits propres à donner des points de fidélité mis sur cette carte et qui serviraient à obtenir des rabais pour l'achat d'autres produits propres. Et pourquoi solidarité? Parce que l'État, pour les ménages les plus modestes, abonderait cette carte, et ce qui permettrait donc aux ménages les plus modestes d'acheter plus facilement des produits propres. Donc il y aurait un double mécanisme qui permettrait à la fois d'encourager l'achat de produits propres, quels qu'ils soient, que ce soit de l'agriculture bio, que ce soit, y compris pourquoi pas un véhicule propre, en tout cas plus propre que d'autres, que ce soit des appareils électroménagers de la classe A ou A+. Bon, toute une série de produits pourraient comme ça être encouragés et il nous semble que c'est d'autant plus important qu'une partie de ces produits est souvent plus chère, pas tous, mais souvent plus chère, et que donc il est important que structurellement les ménages modestes aient un mécanisme d'encouragement qui leur soit donné, et même les ménages dans leur ensemble, que les ménages dans leur ensemble soient récompensés de leurs achats propres par des rabais sur d'autres achats propres. Donc voilà une idée, il peut y en avoir d'autres, mais ce qui nous semble important, c'est que ce sujet de l'orientation de la consommation vers des produits écologiques et vers l'écologie soit beaucoup plus nettement traité. Voilà, j'ouvre la discussion là-dessus, sur cette première question, et je passe la parole à ceux qui le voudront. Alors, je vois que ça vous laisse soit sceptique, soit ça vous laisse sans voix, en tout cas. Sylvain. Oui, il se trouve que là-dessus, on avait aussi travaillé l'année dernière sur un stage autour de tout ce qui est label décerné par l'agroalimentaire. On s'était surtout intéressé à l'agroalimentaire, mais aussi aux cosmétiques, des choses comme ça. Au pouvoir des applications aussi, type Yuka ou autre. On a quand même là la Yuka a changé complètement la consommation pour beaucoup d'acteurs, enfin pour beaucoup de consommateurs.
Et le problème qui est derrière, c'est comment on arrive à la maîtriser, la base de données qui est derrière Yuka. C'est qu'à l'origine, ils étaient basés sur Open Food Facts, qui est une base ouverte. Maintenant, ils ont créé leur propre base de données, donc avec la possibilité qu'il y ait des lobbies derrière qui pèsent pour le dire, comment on arrive à faire en sorte que les critères qui sont pris dans Yuka soient les critères qui vont favoriser nos produits. Mais je pense que de ce côté-là, ces outils qui permettent de scanner et d'avoir un bilan sur un produit sont vraiment très intéressants. On avait vu, je ne sais pas si l'appli a pu décoller, si ça fonctionne encore, mais il y avait, c'était je sais plus comment, j'ai oublié le nom de l'appli maintenant, je l'avais à l'instant, mais peu importe, où on pouvait paramétrer les critères, les valeurs qui nous représentaient. Donc on pouvait, parce que Yuka c'est très orienté sur les données nutritionnelles, mais il y avait une application pour dire moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que le travail des enfants est utilisé par telle marque. Donc, et on pouvait paramétrer son choix de consommateur en fonction de différents critères. Il y avait un profil qui était prédéterminé et on pouvait jouer sur les critères et chaque critère était lui-même garanti par un tiers. Donc, il y avait des questions sur la déforestation, ça devait être le WWF qui donnait des critères. Je pense que l'usage de l'appli est devenu assez standardisé aujourd'hui. Il y a pas beaucoup de monde, même dans les classes moins favorisées. Dans les supermarchés, ça s'utilise beaucoup. Et c'est un levier qui peut être intéressant aussi. Alors c'est pas sur le complément que tu évoquais, mais sur comment arriver à mieux guider les choix. On a déjà des outils utilisés, on pourrait les guider, les appuyer plus. C'est une très bonne idée. Peut-être que tu peux rédiger quelque chose qui permettra de compléter la note dans ce sens-là. Patrice Auclair. Patrice Auclair a demandé la parole. Voilà. Oui, je voulais juste, vous m'entendez, oui. Faire une remarque. Personnellement, je suis contre les cartes consuméristes ou en tous les cas qui pourraient ressembler. Et sur cette idée-là, je rappelle l'initiative de Romain Ferrari sur la TVA circulaire et sa fondation 2019, qui est de pouvoir attribuer aux produits des TVA différentes selon on va dire, leur valeur écologique ou leur valeur écologique. Alors, d'accord, très bien, merci. Odile? Oui, bonjour à tous. Moi, je pense qu'il est bien de vouloir valoriser les bons produits, mais je crois que quand même, on pourrait aussi commencer par cesser de valoriser les mauvais. Parce que je remarque une chose qui m'effare, c'est la quantité de publicité pour des voitures que je vois réémerger actuellement. Et je pense que si on arrêtait de donner ces signaux de la consommation valorisante, on peut même dire virile, hein, parce que c'est quand même un peu le message aussi, à tout bout de champ, eh bien je pense que les autres produits pourraient émerger d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand la place n'est pas prise par le grand méchant loup, peut-être que la place peut être prise par les petits agneaux. Voilà. Et je pense qu'il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que là, nous parlons entre gens instruits. J'imagine qu'on a tous des niveaux d'études supérieures, on a tous un sens critique, on sait s'informer, on a l'idée de s'informer. Mais quand même, la France n'est pas faite que de gens comme nous, et elle est faite aussi de beaucoup de gens qui sont manipulables, qui sont un peu naïfs et qui ont des croyances que consommer, je sais pas moi, un gros McDo, eh ben, c'est quand même nettement mieux que de manger des radis. Et ces choses-là, eh bien, sont quand même assez mises dans la tête par tous les modèles de société de consommation, la publicité incessante absolument partout et en toutes circonstances. Et je crois qu'il ne faut absolument pas sous-estimer le pouvoir qu'a la publicité sous toutes ses formes, j'insiste bien sur toutes ses formes, sur une population qui n'aurait pas un esprit critique développé, faute de connaissances, d'instructions, etc. Voilà. Et je pense que la France n'est pas faite de gens instruits, voilà. Et si ces mauvaises publicités cessaient de passer devant tout le reste, eh bien, déjà, je pense qu'il y aurait une part de cerveau qui s'ouvrirait pour autre chose. Voilà. Et je dis ça absolument sans aucun mépris pour les classes populaires.
Je pense que on les assomme et il y a des gens qui n'ont pas le moyen même de savoir qu'on les assomme. Et je trouve ça encore plus perfide, encore plus perfide. Enfin, c'est bien le principe de la publicité. Eh bien, un mot sur le sujet de la publicité, parce que vous le savez peut-être, j'ai rédigé avec Thierry Libaert un rapport sur la publicité qui fait toute une série de propositions. On peut toujours discuter des propositions, bien entendu, mais qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il est impératif que la publicité, comme les autres secteurs, comme la finance, etc., se mettent à être en phase avec la transition écologique et en effet ne fassent pas de pub pour des choses totalement inutiles, que le consommateur soit très informé d'un produit polluant, etc., etc. Donc, il y a toute une série de propositions que vous avez faites. On ne les a pas reprises dans ce dossier, mais vous avez raison de dire que c'est évidemment un sujet important. Alors, Guylaine voulait peut-être intervenir, je ne sais pas. Non? Non, en ligne avec ce que tu viens de dire, je voulais dire justement que tu avais fait un bon rapport, ouais. Mais surtout je pense que ce qui vient d'être dit est quand même très important, puisqu'il y a quand même beaucoup d'allégations environnementales ou sociales qui sont complètement fausses et qu'on laisse passer. Alors, je ne voudrais pas citer des exemples, j'en ai beaucoup. Et je trouve que là, ce que disait la précédente personne, enfin les deux d'ailleurs, c'est vraiment important. Non pas, je ne suis pas contre telle ou telle publicité, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges, d'erreurs. Et là, je trouve qu'on n'a pas assez de vigilance. Et par ailleurs, juste une petite anecdote, j'ai appris, alors ne me demandez plus il y a une pub pour des vélos qui a été interdite en France parce que ça critiquait la voiture. Bon, ça c'est un exemple tant d'autres. Et puis, il y a tellement de choses qui sont fausses. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vigilance. Il y a des organisations qui sont censées surveiller les propos des publicitaires et je crois qu'elles sont trop dans la main. Et là, il y a un problème de citoyenneté aussi. Je pense qu'il y a une vraie gouvernance à voir là-dessus. Alors moi, je fais aussi partie de la plateforme RSE. On réfléchit à ces sujets un petit peu de loin et de près. Enfin bon, mais franchement, c'est un volet essentiel et je suis d'accord avec vous. Et tu as raison, Géraud, on n'en parle pas assez. Alors, Lucille et puis Églantine. Oui, moi je voulais, ça ne vous a pas échappé, la Convention citoyenne a consacré de très longs développements en fait, à ces questions sous l'angle de l'alimentation, ce qu'on a traité dans le dossier. Et je pense que ce qui est intéressant par rapport aux interventions précédentes sur le sujet de l'éducation et de la publicité, c'est que ce n'est pas seulement la publicité, c'est aussi, il faut aussi avoir les moyens. On a fait toute une fiche sur la question des inégalités sociales dans le dossier, je voudrais quand même rappeler ça, et qu'on est toujours en train de courir après une écologie populaire. Que donc il y a un problème de structure des prix aussi et que même si on a envie d'être écologiste, on ne peut pas toujours se payer les produits les plus écologiques. Alors, je voyais que Madame Figaro avait fait une étude auprès des jeunes qui montrait que les jeunes n'étaient pas si écolos que ça. Je ne sais pas ce que vaut l'étude de Madame Figaro, mais il y avait toute une question aussi sur est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ça existe par exemple la catégorie jeune, est-ce qu'on a les moyens de consommer écologique. Je pense que c'est quand même un sujet qu'il faut se poser, sur lequel il y a, je rejoins ce qu'avait dit Sarah sur la question des entreprises, il y a aussi des choix qui doivent être faits par les gros acteurs privés. Merci. Alors, Églantine. On vous entend Merci. pas. Voilà. Oui, voilà, c'est bon, j'ai activé, pardon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous. Moi, je soutiens complètement ce qui a été dit. Je suis absolument d'accord par rapport au fait qu'on a absolument. Je suis Églantine, est-ce que vous pouvez par des publicités très. Oui. Églantine. Vous m'entendez bien? Très mal. Donc, fermez votre vidéo exceptionnellement. Oui. Je suis désolé. D'accord. Bon. On aura plus de bande passante. Voilà. Très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux, c'est mieux. D'accord. Pardon pour ce petit contretemps. Donc voilà, donc comme je disais, je soutiens vraiment
cette intervention parce qu'on a des publicités complètement aberrantes avec toute la problématique que pose aussi le développement à outrance de toutes sortes de publicités, papier, etc. Pour les mauvais produits. Donc, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Et je pense aussi que on peut vraiment effectivement. Là, on ne vous entend plus. Oui. Mais vraiment, voilà, faciliter l'information, développer aussi des modes de consommation beaucoup plus sains pour tout le monde. Par exemple, au lieu de vendre de la pâte à modeler, alors moi-même j'ai des enfants, au lieu de vendre chimiques, même vendre un module de fabrication de pâte à modeler maison, par exemple. Pourquoi pas aussi proposer une aide aux ménages pour fabriquer, pour avoir son jardin potager, quitte à proposer des modules de ménage, même jardin. Désolée, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas une très mauvaise connexion. Très mauvaise, je sais pas très mauvaise, oui. Si vous m'entendez toujours. Donc, je vais quand même essayer de finir mon propos. J'espère que vous allez m'entendre un petit peu mieux. Donc voilà, c'était pour vraiment appuyer le développement. Et je pense que c'est primordial de communiquer et de promouvoir une autre consommation, des autres orientations, des nouvelles orientations pour consommer plus local, pour fabriquer un maximum de choses. C'est pas forcément du temps perdu, c'est pas forcément du temps en plus, puisqu'on passe pas trop de temps dans les magasins, on passe plus de temps à fabriquer des choses soi-même. Et je pense que c'est tout un mode finalement à retrouver, et je pense que certains, pendant le confinement, ont pu également réfléchir à ça et le retrouver, puisqu'on ne pouvait plus acheter comme à outrance finalement, mais il a fallu réfléchir à comment est-ce que je fais pour remplacer ça, comment est-ce que je fais pour me passer de pâte à modeler, je vais peut-être fabriquer ça moi-même, etc. Et voilà, c'était un peu le témoignage que je voulais faire. J'espère que vous m'avez à peu près compris et entendu. Je suis désolée pour ma très mauvaise connexion. Merci. Merci. Alors, Joanne. Et puis, on va passer à la deuxième question ensuite. Oui, je voulais juste réagir pour dire que j'étais complètement d'accord avec ce que disaient Odile et Glantine. Moi, je suis assez convaincue qu'une bonne consommation, c'est une plus faible consommation. Et du coup, oui, je suis assez convaincue du fait que le but, ce ne serait pas forcément de se réorienter vers des bons produits, même si c'est important, mais surtout de diminuer drastiquement la consommation des mauvais, des mauvais. En fait, j'ai l'impression on est dans une société avec la publicité, avec toute la culture qu'il y a autour, une société consumériste qui pousse vraiment à acheter plus, à renouveler à créer des produits moins durables et à renouveler en permanence, parce qu'on arrive dans une société où fonctionner comme ça, c'est moins cher. Et je pense que consommer écologique, ça commence par là, ça commence par arrêter de consommer en fait. C'est un peu drastique ce que je suis en train de dire, mais voilà, de dire est-ce que j'ai besoin de manger de la viande à chaque repas? Est-ce que j'ai besoin de racheter tel vêtement alors qu'il y a juste un trou? Est-ce que j'ai besoin de... Voilà. Et je pense que c'est une réflexion qui rejoint celle d'Églantine sur le fait de tout ce qu'on peut faire, tout le temps qu'on passe à faire les choses soi-même. C'est du temps qu'on passe pas dans les magasins à se faire influencer pour acheter des trucs qui servent à rien. Donc voilà, je pense que c'est un point de réflexion qui est important et qui peut être réfléchi. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas les uns et les autres à transmettre des amendements, des propositions d'amélioration du dossier sur ces différents points. On va peut-être passer à la deuxième question, qui est donc la question sur l'investissement écologique. Alors,
pour l'introduire très rapidement, comment favoriser les investissements verts? Beaucoup de travaux ont déjà été faits, en particulier ces derniers mois, sur ce sujet. Je dirais que l'apport du dossier et des notes là-dessus nous semble de deux ordres. Le premier, c'est que on parle toujours de volume financier considérable. Il faut consacrer 7 milliards, 10 milliards à l'investissement, ce qui est juste. Mais une des choses qui bloque véritablement, c'est quand même le temps de retour de ces investissements dans un contexte où le prix du pétrole est très bas. Alors, sur les entreprises, c'est évident, puisque les entreprises font tous les jours des calculs de rentabilité, et donc leurs investissements tiennent compte de l'évolution des prix. Mais même pour les ménages, moi y compris, je le vois dans ma copropriété, mais chacun a pu le mesurer, voire même pour les collectivités locales, quand le prix du pétrole est très bas, le temps de retour des investissements, par exemple, d'isolation thermique des logements, sont très lointains. Et donc, c'est évidemment un élément de découragement très fort pour les investissements, en dehors même des milliards qui peuvent être mis sur ces investissements. D'où l'idée qu'on développe, qui aujourd'hui est un peu hétérodoxe, mais c'est le rôle d'un think tank hétérodoxe, puisque le prix du pétrole est très très bas, d'avoir un prix minimal du pétrole, qui soit en gros l'équivalent de ce qu'était le prix de l'essence ou le prix du fuel avant la crise, et qui permettent de pas donner aux consommateurs et à l'investisseur surtout le signal que le pétrole risque de rester durablement bon marché. Ce prix minimum pourrait d'ailleurs être couplé avec un prix maximum quand le prix du pétrole s'envole. Le deuxième élément de contribution que nous disons, c'est que, en particulier sur la rénovation des logements, il faut traiter vraiment de manière très très différente les différentes catégories de ménages. Et nous réinsistons, ce que nous avons déjà fait dans au moins 2 notes, sur une catégorie qui aujourd'hui est totalement passée sous silence, y compris du dispositif public d'aide, qui est la catégorie des locataires modestes, n'ayant peu de revenus, dans des propriétés de propriétaires eux-mêmes modestes ou qui n'ont pas ni les moyens ni l'envie de procéder à des travaux de rénovation. Cette catégorie est nombreuse, au moins 1 million de personnes, et cette catégorie aujourd'hui, un locataire dans un appartement de ce type, par exemple, ou dans une maison, n'a aucun moyen de déclencher des travaux d'isolation. Et donc là, il nous semble que ce segment devrait être totalement prioritaire et bénéficier, là pour le coup, d'un volume d'aide tout à fait important pour pouvoir sortir les gens de cette situation qui les place dans des situations de très grande précarité, avec y compris des conséquences sanitaires importantes. Voilà donc sur le deuxième, on ne prétend pas avoir résumé le débat à ça, mais voilà un peu notre contribution à ce débat. Voilà, j'ouvre donc la discussion et je passe la parole à qui le souhaite. Qu'est-ce qui veut intervenir sur ce sujet? Qui, c'est vrai, est un sujet plus classique, mais en même temps, je peux vous dire qu'un prix minimum de pétrole, des produits pétroliers plus exactement, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire dans ce pays. Personne ne veut intervenir? Non, ça vous laisse tout à fait. Oui, Guylaine? Oui, c'est implicite dans ce que tu viens de dire, mais quand même, il y a 2 volets aussi qui c'est pareil, on en discute beaucoup, et ce depuis des années, mais on n'y arrive pas. C'est pour pouvoir investir dans certains secteurs, il y a aussi des aides qui sont nuisibles à l'environnement et au social, qu'il faudrait alors absolument supprimer. Dans le pacte du pouvoir de vivre dont 66 organisations y participent, on a remis ça un peu sur le tapis en réexpliquant. Et puis l'Europe donne aussi, alors moins sur les aides, mais sur les investissements verts. Alors je sais que le sujet européen, c'est le 3e volet, mais il y a quand même la BEI et il y a la taxonomie qui peut aider, sans être trop technique, qui peut aider sur ces sujets, mais il y a aussi, je disais, donc le volet suppression de certaines aides, certaines niches fiscales qui sont absolument nuisibles pour d'autres investissements verts. Et donc, il y a d'une part ce volet-là. Et tu parlais effectivement du prix du pétrole. Alors, on va revenir sur le sujet
d'une taxe carbone. Alors on en parle au niveau européen aux frontières, mais il y a aussi le sujet taxe carbone, prix du carbone, qu'il faudra bien, alors la Convention climat a évacué ce sujet pour des raisons diverses et variées, mais il faut la connecter justement avec un dispositif d'accompagnement. Tout à l'heure, Lucille en parlait, des personnes en grande précarité. C'est vrai qu'on ne peut pas aborder ces questions sans aborder le sujet de la question des inégalités sociales et environnementales. Donc, il faut d'abord l'approcher par la question des inégalités et dire comment on fait pour résoudre ce problème. Et en même temps, on aura besoin de la taxe, on a besoin d'un prix carbone et on a besoin aussi d'évaluer toutes ces niches nuisibles à l'environnement, très complexes comme le reste d'ailleurs. Merci Guylaine. Moi, je dois dire que sur la taxe carbone, je l'ai dit d'ailleurs publiquement, je regrette très profondément que la Convention citoyenne n'ait pas avancé des propositions, parce que c'est quand même un sujet essentiel. C'est malheureusement un sujet qui, en effet, a été saccagé par le dispositif très antisocial qui avait été préparé à l'époque par le gouvernement. Et il y a des manières de faire un dispositif intelligent de taxe carbone. Et c'est essentiel pour la transition écologique, quoi qu'on en dise. C'est absolument essentiel, il faut que ce soit juste socialement. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Et moi, personnellement, je regrette que la Convention citoyenne n'ait pas pris les choses en main. Peut-être que ce n'était pas peut-être que c'était pour éviter de gêner le gouvernement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui reste essentiel et que sans taxe carbone, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est très clair. Et je crois que c'est le diagnostic qui est partagé par tout le monde. Sébastien Poulain voulait dire quelque chose. Oui, donc non, juste oui, le label ISR immobilier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, qui est en train de se créer. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est exactement, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Oui, alors donc c'est l'investissement socialement responsable, donc c'est vraiment voilà, c'est la finance et il y a quelques labels qui existent en France et notamment en fait c'est de l'investissement qui respecte les critères ESG, donc environnement, social et puis gouvernance, donc qui permettent voilà de labelliser en fait des fonds d'investissement. Et donc là il y en a un qui est en train d'apparaître qui vient en fait des acteurs eux-mêmes en fait, mais tout en étant en relation avec le Trésor, la direction du Trésor et puis l'AMF. Et donc voilà, donc il s'agirait de labelliser les nouveaux investissements dans le domaine de l'immobilier pour qu'ils respectent certains critères, voilà, pour à chaque fois qu'il y a une construction ou même de la rénovation. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, une nouveauté qui me semble importante. Voilà. Merci beaucoup de le signaler. Peut-être que ça peut être réintroduit dans la note. Hein. N'hésite pas à nous le signaler. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je propose que Lucille présente la troisième question qui nous est posée ce soir et qu'on va afficher et qui porte donc sur l'Europe et qui se formule de la façon suivante: comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne? À toi, Lucille. Oui, on en a parlé tout à l'heure brièvement en présentant le dossier. Donc, ce qui a été très notable, c'est que dans un monde où il n'y a absolument plus de gouvernance internationale, ce qui a été démontré par la crise de l'OMS, par rapport à la crise de l'OMC, etc., l'Union européenne a été moteur pendant cette crise sur les questions de recherche qui, comme on l'a rappelé, sont en partie liées à la crise du coronavirus est en partie liée à des questions écologiques. Et puis, elle a été très moteur en choisissant de conserver, alors même que certaines grandes entreprises et certains États membres, notamment de l'Est de l'Europe, avaient dit qu'il fallait laisser de côté l'écologie le temps de la relance, le temps de l'urgence, pour lier urgence de la relance et question écologique, avec l'idée que c'est, au fond, structuré autour, comme l'a dit Ursula von der Leyen, pas seulement de l'écologie, elle a beaucoup parlé du numérique aussi, mais que, en tout cas, organiser les investissements et la relance de l'Union européenne se fera autour de l'écologie, ce qui n'était pas du tout le cas lors de la commission Juncker. Donc nous, on s'est intéressé au fait que ce ne soit pas seulement des paroles. C'était ça qui était essentiel. On a beaucoup de discours, mais la question du passage à l'acte
et surtout comment est-ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne. On a un discours très macroéconomique, pour passer à quelque chose de plus microéconomique et territorial, ça nous semble être essentiel. Comment est-ce qu'on fait aussi pour convaincre un certain nombre d'États dans lesquels il y a de fortes résistances par rapport à cette transformation écologique, notamment la Pologne, la République tchèque, pour faire en sorte que cette transformation écologique, elle n'existe pas seulement dans un certain pan de l'Union européenne, mais dans l'ensemble de son territoire. Et c'est essentiel pour Ursula von der Leyen, pour sa commission, pour le Parlement européen, de lier ça donc à la transformation sociale. Donc il y a un fonds social qui a été prévu en même temps que le Green Deal. Et ça serait important de vous entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on fait sur l'aspect des échelles, qu'avait évoqué Joanne? Comment est-ce qu'on fait pour lier le social et le vert? Et comment est-ce qu'on fait pour organiser un mécanisme d'évaluation de ce qu'on appelle vert lorsqu'il s'agit d'investir et de financer? C'est une des propositions de la note, parce qu'on a le sentiment que quelquefois on rebadigeonne en vert des choses qui auraient pu ne pas l'être, parce que ça devient une nouvelle manière de flécher des dotations européennes. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on se pose, sur lesquelles ça serait important de vous entendre pour enrichir cette note qui, je crois, est importante, parce que l'idée, c'est comment ensuite ça pourrait être décliné à l'échelle nationale. Les citoyens de la Convention citoyenne, par exemple, ils ne se sont pas limités à l'échelle nationale. Ils n'ont pas traité la taxe carbone, mais ils ont traité, par exemple, de la PAC. Ils ont traité d'un certain nombre de compétences européennes. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir? Guylaine? Non? Oui, j'attendais, mais oui, moi je posais la question. Alors j'avoue que j'ai pas lu la note dans son intégralité, mais faire lien avec les ODD. Alors je sais que ça peut paraître très lointain, mais on s'aperçoit que l'Union européenne, quand même, de plus en plus, prend ce langage commun sur les objectifs de développement durable par rapport à une approche. Tout à l'heure on en parlait, une approche un peu globale. Et puis après, l'INSEE, dans le cadre du CNIS pour la France, a travaillé avec CEREMA, l'organisme CEREMA, pour définir des rosaces aussi, pour que sur les territoires, ça soit essayer d'avoir des propositions pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça sur les territoires? Et effectivement, passer du macro au micro. Pas simple, comme on le disait tout à l'heure, mais quand même, je pense que ce qui est intéressant, c'est que grâce à cela, on peut peut-être faire des comparatifs et travailler, je le disais, sur un langage commun, et qu'on peut parler de l'international, de l'Europe et du national, et sur les territoires. C'est peut-être un peu optimiste, mais je pense qu'il y a quand même des choses à voir, même si il faut faire du tri. Et puis pour terminer, il y a l'Europe qui a aussi mis en avant, je disais tout à l'heure, la taxonomie pour orienter les investissements. Il y a la BEI qui a même annoncé qu'elle allait se retirer de certains investissements trop carbonés. Donc, je veux dire, la conjugaison de tous ces acteurs, et on parlait tout à l'heure du numérique. Le numérique peut être un facteur favorable et des fois défavorable. C'est pareil, il faut arriver à jongler tout ça. Donc voilà, c'était un peu particulier. Je ne crois pas, ça Géraud ou Lucie pourrait me dire, mais je sais que vous avez bien abordé dans d'autres choses les ODD, mais je n'ai pas l'impression que sur ce volet-là, ça a été abordé, et d'autant plus que l'Europe reprend, alors qu'elle a été très en retard sur les ODD, reprend un peu le sujet en se disant, tiens, peut-être ça peut nous aider à avoir ce langage commun. Bien, en effet, ça mérite d'être complété dans ce domaine, je pense, tout à fait. Qu'est-ce qui veut intervenir d'autre sur ce sujet? Vous voyez bien la logique, hein, là aussi c'est quelque chose nous on trouve qui est extrêmement essentiel et qui est très maltraité. Et c'est pas nouveau dans le système européen, qui est qu'il y a énormément de promesses qui sont faites. C'est pas nouveau les promesses, hein, que l'Europe va s'occuper de la transition écologique. Le plan Juncker, déjà, il nous disait ça va être formidable, vous aurez des milliards et des milliards. On s'est rendu compte 5 ans après que c'était en fait une somme tout à fait ridicule par rapport aux autres investissements. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un mécanisme qui permette de garantir
que les annonces faites et que les priorités faites soient effectivement remplies par les budgets européens, par les nouveaux financements européens qui vont s'ouvrir. Et on pense que c'est un enjeu absolument stratégique si on veut arrêter que le citoyen soit un peu enfumé par cette idée que l'Europe fait beaucoup de choses, alors qu'en réalité, derrière, la réalité est un peu moins reluisante. Alors, est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Non, personne ne veut intervenir. Très bien. Je pense quand même qu'il faut signaler, signaler quand même qu'on est, sur le plan européen, dans une mutation considérable, hein, que la décision prise par l'Allemagne d'accepter un endettement commun est une décision historique absolument essentielle pour l'Europe, et que je dirais que ça conforte, nous on a toujours été très pro-européens, la fabrique écologique, hein, mais ça conforte cette idée que, enfin ça conforte plusieurs idées, mais ça conforte d'abord l'idée que l'Europe devient progressivement quand même davantage un espace de solidarité. Je crois que c'est extrêmement important. Mais ça conforte aussi l'idée que l'Europe ne progresse qu'avec des crises. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà, l'Europe ne progresse que quand il y a des crises. Et à ce moment-là, il y a un bond en avant qui est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir? Là, je vois une intervention. Laura, veut-elle intervenir? Et en plus, elle a une remarque intéressante. Laura Vennu. Je ne la vois pas. Oui. Elle ne se manifeste pas. Si, la voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, non, oui, moi, concernant les financements verts, moi, je suis très sceptique, enfin, les financements verts européens et le Green Deal, par exemple, je suis très sceptique de ce qui va pouvoir être fait, qui sera différent du plan Juncker, parce que le plan Juncker, il était aussi, disons, orienté, il devait être orienté sur des investissements verts. Il y avait aussi des pourcentages, etc. Mais au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La BEI devait garantir justement que le plan Juncker finance un développement, disons, vert, et c'est là-dessus, l'évaluation est très négative. Donc moi, ce que je constate, c'est, en tout cas pour les territoires, une possibilité dans la prochaine programmation des fonds structurels. Là, par contre, il s'agit de subventions, hein, au contraire du plan Juncker, où pour le plan Juncker, il s'agissait d'instruments financiers, c'est-à-dire que la condition d'utilisation de ces fonds était la viabilité des projets. Donc, pour en venir par exemple au financement de la rénovation énergétique dans les copropriétés en difficulté qui a été abordé tout à l'heure, là c'est carrément impossible. Enfin, je ne vois pas comment des financements du plan Juncker pouvaient être fléchés sur ce type de financement. C'était complètement hors de question. La BEI n'aurait jamais, disons, accordé ce type du plan Juncker pour ce type de financement. Par contre, les fonds structurels, si, parce que les fonds structurels, même si il y a des enveloppes qui pourraient être utilisées comme instruments financiers, la grosse majorité des fonds structurels sont encore utilisés comme subventions, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement être orientés vers la rénovation énergétique du parc social, le traitement de la précarité énergétique, des financements, disons, plus vert, social. Et ça, ça sera le grand défi du Green Deal, parce que l'acceptance sociale de la transition écologique, c'est véritablement le problème. Aujourd'hui, je rappelle que, par exemple, en Allemagne,
cité comme modèle sur la rénovation énergétique des logements, par exemple. Il y a eu depuis 2 ans, il y a un vaste mouvement contre de locataires qui sont absolument opposés à la rénovation énergétique de leur logement. Et ça, parce que il y a d'ailleurs un mot qui a été créé depuis, enfin, et qui décrit ce phénomène. Ça s'appelle la rénoviction. Enfin, c'est-à-dire qu'on utilise la rénovation énergétique pour mettre les gens à la porte de leur logement. Parce que en Allemagne, les propriétaires ont le droit de récupérer le financement, enfin les investissements qu'ils ont faits dans la rénovation en augmentant les loyers à hauteur de aujourd'hui 8% par an. Donc, il y a vraiment là une problématique sociale. Et tant que on n'aura pas réglé ce problème-là, je pense que l'acceptance maintenant de la transition écologique sera remise en question. Ça, c'est clair que voilà, comment faire comment faire accepter aux citoyens le fait que voilà, on va devoir payer. Ben, c'était le mouvement des Gilets jaunes en France aussi. Donc ça, je trouve que cette question-là n'a pas vraiment été n'a pas vraiment été abordée et je ne pense pas que les financements européens comme ils sont orientés aujourd'hui, enfin avec le Green Deal, sera différent que ce qui a été fait les années précédentes. Voilà. Alors, moi, à titre personnel, je suis totalement d'accord avec votre intervention. Hein, je pense que et l'exemple donné en Allemagne est tout à fait éclairant, en effet. Mais justement, notre proposition vise à justement qu'en tout cas, on le sache, et qu'on le sache en temps réel. C'est-à-dire, ce qui serait quand même catastrophique, c'est qu'on nous amène un peu en bateau, qu'on nous fasse à nouveau quelques promesses, et puis que 5 ans après, on se réveille en montrant que ça n'a pas été mis en œuvre. Donc, mais cela dit, je suis absolument d'accord, moi, à titre personnel, avec votre intervention. Lucille, je crois, veut ajouter quelque chose. Moi, je pense que vous avez hyper raison sur le fait que la question sociale n'a pas du tout été abordée explicitement et liée dans le débat politique européen à la question écologique. On l'a liée à l'économie, mais jamais à la question sociale. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a quand même ce fonds pour la transformation de conversion, mais qui va être affecté d'ailleurs majoritairement aux pays de l'Est et à l'Allemagne sur la conversion des activités économiques. Donc, il y a un lien qui est fait entre la question de la conversion sociale des emplois et la question du Green Deal. Mais ça ne signifie pas du tout qu'on va aller sur d'autres champs, comme vous l'évoquez, sur la question du logement, sur la question de la croissance des inégalités sociales. Et surtout, il y a un sujet qui est posé sur le fait d'affecter de l'argent à des territoires, à des zones, à des États, sans qu'on puisse justement vérifier précisément si les choses seront faites de façon à assurer une forme de compensation sociale. C'est pour ça que nous, on a proposé cet outil d'évaluation de l'utilisation des fonds en direct et en lien avec le Parlement européen, qui nous semble être aujourd'hui l'instance qui est la plus susceptible de porter, enfin dans certains groupes en tout cas, cette question de préoccupation sociale en lien avec le Green Deal. Je rappelle que le Green Deal, au début, c'était quelque chose qui est porté par les Verts européens, qui est porté par Yanis Varoufakis, et que la question, la vision du Green Deal portée par l'exécutif européen n'est évidemment pas celle de Yanis Varoufakis ou de la façon dont le portaient les écologistes européens à l'origine. Sylvain, je crois, va intervenir. Sylvain, à toi. Oui, je pensais qu'il était… Bonsoir à tous. Je pense qu'on peut en fait concilier la croissance. C'est une bonne question qui est posée à travers nos échanges qui sont très riches. Et je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est qu'on peut quand même, malgré tout, essayer à la fois des ONG, des chefs d'entreprise européens, des grandes majors, mais également des hommes politiques et des eurodéputés de tous bords qui ont signé un texte
entre des choses qui paraissent parfois incompatibles, j'en suis bien conscient. Moi, j'appartiens à un grand groupe qui essaye d'être présent sur l'énergie, donc je une voix un peu peut-être dissonante, mais on a d'ailleurs à l'époque travaillé sur le greenwashing, donc le sujet n'est plus là, à mon avis, surtout après le Covid. Et très sincèrement, même si il y aurait des choses à dire sur les investissements Juncker, mais aussi sur quelques belles réussites qu'on a pu constater avec les programmes H2020, par exemple. Mais globalement, on sent qu'à l'occasion de cette crise pandémique, on va essayer de trouver, en tous les cas, on peut parfois espérer, un mode de diffusion et de réinvestissement des investissements tels qu'ils sont annoncés et qui se chiffrent quand même en milliards, sur une logique plus partagée, plus équilibrée et une création de valeurs positives à partir de la transition énergétique. Et en particulier, vous avez tous parfaitement raison de poser le problème aussi de l'équilibre entre les différents territoires. On peut même relancer certains territoires qui sont plutôt déshérités, et Dieu sait si l'Europe est parfaitement disparate en la matière. Pour relancer ça, vous avez des villes britanniques, par exemple, ouvrières, ou des territoires ruraux en Grèce ou en Crète qui sont également de tout à fait de la même manière concernés par ce type de programme. Et donc là, on essaiera de trouver, avec des opérateurs, mais également des sociétés locales de toute taille, voire des entreprises individuelles, des solutions. Je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose, et je pense à ce texte Green Recovery que vous avez sans doute dû voir il y a un mois, qui a été porté également par le CDE, où on essaye de trouver quelque chose de plus harmonieux. Merci beaucoup, Sylvain. Écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions, on va peut-être en rester là. À moins que Laura veuille réintervenir, non? Non, elle nous envoie un message. C'est un peu ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Donc, il reste collectivement à vous remercier de cet atelier et à vous rappeler que vous pouvez donc contribuer au dossier en proposant des amendements. Et j'espère, pour rien vous le cacher, qu'on pourra reprendre un certain nombre d'activités en présentiel à partir du mois de septembre, j'en suis même sûr, car le virtuel est une chose, mais le réel est quand même un peu mieux. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.